BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. On va reparler des élections présidentielles américaines. Et oui, c'est toujours la course à l'électorat crypto. On va en parler précisément en passant à la loupe les déclarations des deux candidats à la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris. Évidemment, cette élection pourrait avoir un impact sur la présidence de la SEC, le gendarme boursier américain, actuellement présidé par Gary Gensler. La SEC qui gagne une bataille actuellement, celle qui l'oppose à la plateforme Kraken. On fera le point dans quelques instants. Mais d'abord, c'est un point sur le marché crypto, un point technique avec Gilles Santacreux qui est en ligne avec nous. Bonjour Gilles. Gilles, bonjour. Trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Gilles, le Bitcoin est dans le rouge aujourd'hui. Bon, un petit rappel de ses performances, moins 2% aujourd'hui, on est autour des 62 300 $. On est à plus 2-3% sur une semaine, moins 20% sur un mois, moins 8% sur un mois, et plus 140% sur un an. On se situe actuellement à 100 jours environ après le halving. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre en cette rentrée, Gilles ? Et là, pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative, puisque même s'il y a effectivement des écarts selon les unités de temps, on voit que globalement, c'est une tendance relativement neutre. Alors, on a un range d'évolution relativement large, entre, on va dire, 57 000 et 74 000, c'est-à-dire quasiment le record qui a été atteint au mois de mars. Depuis que l'on a atteint ce record, on a très peu, d'un point de vue moyen terme, on a très peu de biais directionnels. On monte tantôt vers la partie supérieure de cette zone de range, tantôt vers le bas. Lors du mini crack du 5 août, on a eu une attaque de la zone inférieure, mais on est remonté se placer au milieu de ce range. Donc effectivement, d'un point de vue court terme, on a des mouvements qui sont assez forts. La semaine dernière, même si on est en baisse aujourd'hui, on a eu un beau mouvement haussier, mais pour l'instant, pas de danger. Donc globalement, si ça continue à baisser, on va surveiller ce qui se passe autour des 61 000 $ pour un Bitcoin. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alerte outre mesure. On est vraiment sur des mouvements qui peuvent osciller tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Mais du point de vue de la tendance de fond, rien de bien marqué. On reste dans une tendance haussière, donc Gilles, selon vous, sur le Bitcoin ? Alors sur le long terme, oui, puisque en fait ce que l'on peut voir, c'est que suite à la hausse qui a conduit à ce nouveau record au mois de mars, on n'a quasiment pas eu de consolidation, c'est-à-dire au regard de l'amplitude de la hausse, la consolidation est très faible. Donc c'est ce qui nous indique qu'il y a tout de même des forces intrinsèques qui permettent au Bitcoin de rester sur ces niveaux qui sont tout de même relativement élevés. Bon, et maintenant un point rapide sur l'Ethereum, la deuxième capitalisation de ce marché crypto. Aujourd'hui, moins 4% pour l'Ethereum. On est aux alentours des 2600 $, moins 1% sur une semaine, mais moins 20% sur un mois et plus 60% sur un an. Voilà, c'est de moins bonnes performances que le Bitcoin sur l'année écoulée. Oui. Et ce qui change sur l'Ethereum par rapport au Bitcoin, c'est que donc suite au record qui est intervenu en même temps sur l'Ether et sur le Bitcoin, on a eu là aussi une phase de range. Donc c'était un peu plus large, c'était entre 2850 et 4000 $ pour la tendance moyen terme. Mais ce qui s'est passé justement lorsque nous avons eu cette baisse des cryptos au début du mois d'août, c'est qu'on a cassé une zone de support de cette zone de range à 2850 $ pour un Ether. Et lorsque l'on a rebondi, on n'est pas parvenu à repasser au-delà de cette zone, alors que sur Bitcoin, on a réintégré l'ancien range. Et donc, quelque part, on a un biais un peu plus baissier sur l'Ethereum, puisque depuis cette attaque qui s'est approchée de la zone des 2150 $ pour un Ether, on a certes rebondi, mais sans parvenir à réintégrer justement cette zone des 2850. Donc là, on est venu le tester en fin de semaine dernière, on repart à la baisse, et quelque part, c'est pas très bon signe. Donc, tant que l'on reste sous 2850, le risque court terme reste baissier il commence à devenir baissier sur l'Ether, et on aurait donc une possible accélération baissière si les cours venaient à casser la zone des 2150 $ l'once. Vous l'avez dit, on est au-dessus de 2600, donc on a encore un petit peu le temps de voir venir, mais vu la volatilité que l'on a sur ces crypto-monnaies, ça pourrait arriver très vite. Clairement, tout ça est à surveiller bien attentivement. Merci beaucoup Gilles Santacreux d'avoir été avec nous, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Bonne journée Gilles. Bonjour Lilian Laga, journaliste indépendant. Bonjour aussi à Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto. Avec vous Sébastien, on va parler en quelques instants un petit peu de l'impact de la présidentielle américaine, en tout cas que pourrait avoir cette présidentielle sur le marché crypto américain et donc mondial plus ou moins. Lilian, moi j'aimerais un peu votre réaction par rapport à ce que vient de dire Gilles.
On a une tendance qui est globalement haussière, on va dire, sur le Bitcoin, mais qui est quand même moins bonne sur l'Ethereum. L'Ethereum se porte moins bien en ce moment. Pourtant, on a des ETF Ethereum Spot qui ont enfin été acceptés le 23 juillet dernier. Mais visiblement, ça ne fait pas du bien au cours. Qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, en effet, comme ça a été expliqué juste avant, ça n'a pas particulièrement aidé l'Ether à grimper. Et de manière générale, depuis le début de ce cycle haussier, donc depuis 1 an et demi, disons, l'Ether sous-performe largement le Bitcoin. On en a parlé beaucoup. Pourtant, d'un point de vue fondamental, on a des très très bonnes actualités. On a eu des mises à jour majeures sur le réseau. Ce qui se passe est intéressant. On a ces ETF et malgré tout, voilà, on a du mal. Alors, il faut relativiser un peu sur le sujet de ces ETF puisque ils ont été lancés en plein été. D'abord, on sait que l'activité elle est quand même beaucoup moins importante pour les investisseurs en été. D'ailleurs, ça se remarque particulièrement sur le cours du Bitcoin. Ce fameux range, c'est aussi favorisé par le fait que les investisseurs ne sont pas très actifs, donc on est dans l'attente de la rentrée pour voir un petit peu dans quelle direction ça va aller. Et puis aussi, il se passe la même chose qui s'était passé à l'époque pour le Bitcoin, à savoir que on a ce trust de Grayscale, donc ce produit d'investissement qui a été converti en ETF à la mi-juillet, qui avait à peu près 6 ou 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce trust, il est en train de se faire vider tout simplement par les investisseurs, soit de ceux qui souhaitent se diriger vers un ETF qui a des frais un peu plus faibles, soit de ceux qui avaient fait ce pari de penser qu'on allait pouvoir faire un arbitrage sur ces ETF. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà, on a connu 4 milliards de dollars de sortie sur cet ETF, tandis qu'on a à peu près l'équivalent en entrée sur les autres ETF. Donc le jour où ce puits va se tarir, ce puits Grayscale va se tarir, enfin, on va pouvoir voir l'impact de ces ETF sur le cours de l'Ether. Bon, donc ce que vous nous dites, Lilian, pour résumer, c'est que non seulement les ETF Ethereum Spot qui ont été acceptés ne supportent pas spécialement le cours de l'Ethereum, mais même le font plutôt baisser. Exactement. Est-ce qu'on a des chances qu'il se passe ce qui s'est passé, vous l'avez dit, sur sur les ETF Bitcoin Spot, c'est-à-dire qu'au final, après, une fois que le GBTC de Grayscale avait fini de s'écouler, entre guillemets, c'est reparti à la hausse. On a des chances que ça se passe pour l'ETF Ethereum Spot ? On a de fortes chances que ça se passe. On avait dû attendre quand même... alors certes, le cours du Bitcoin était monté suite à l'approbation des ETF, mais on avait dû attendre quand même bien 1 mois et demi, 2 mois que Grayscale stoppe ses ventes avant de voir enfin des entrées positives vraiment nettes qui ont permis de supporter le cours du Bitcoin, notamment pendant les périodes de chute. Et là, c'est ce qui manque justement à l'Ether en ce moment, d'autant plus que si on regarde un petit peu le fonctionnement du protocole, avec le fait que l'activité soit très réduite, on a très peu de frais qui est payé sur le réseau, donc les revenus du protocole Ethereum sont en baisse. On est même sur des bénéfices très clairement négatifs. Je crois qu'on est de l'ordre de 500 millions de dollars de bénéfices, enfin de pertes du coup sur le trimestre qui est en train de s'écouler actuellement. Ces pertes, en fait, c'est tout simplement une augmentation de la quantité d'Ether en circulation, donc une dilution finalement des Ethers des porteurs de cette crypto-monnaie-là. Donc voilà, ça pèse aussi sur le cours de la crypto. Donc il y a quand même une accumulation de divers facteurs qui font qu'aujourd'hui, pour l'Ether, c'est un petit peu compliqué. Bon, et pour finir un petit peu ce point marché, globalement, comment est-ce que ceux qui sont dans la crypto depuis un certain temps voient un petit peu l'évolution des cours en ce moment ? Je le rappelle, on est à 100 jours du halving. Historiquement, à chaque fois, le marché repartait à peu près à ce moment-là, si on suit les cycles précédents. C'est quoi l'état d'esprit un peu de l'écosystème crypto, Lilian, là, sur les cours ? Il y a des gens qui commencent à se dire, ouais, bon, on a quand même une belle chute cet été, on y croit moins, ou alors tout le monde dit, bon, c'est normal, ça va repartir comme c'est reparti à chaque cycle ? Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. On a souvent ce genre de phénomène. Et si on regarde un petit peu les cours des cryptos lors des précédents cycles, on a cette fameuse période de hausse, alors qu'on peut assimilé à un bull run, mais qui finalement est plutôt la phase de préparation avec une certaine latéralisation, ce qu'on est en train de vivre, donc plusieurs semaines où le cours oscille entre une certaine 2 bornes, on va dire, qui sont assez rapprochées. Et puis, au bout d'un moment, quand les conditions sont respectées, quand on a assez fait patienter les investisseurs, quand on a essoré ceux qui voulaient partir trop fort, trop tôt, on l'a vu, des altcoins qui ont corrigé de 60%, ça, c'est une manière d'essorer ceux qui abusaient des leviers et qui pensaient que l'alt season avait déjà démarré. Une fois que tout ça s'est passé, le marché peut repartir. Et on avait prédit, avec notamment Vincent Gagne, qui est analyste pour Cryptost, média pour lequel je travaillais auparavant, avait prédit un retour du marché aux alentours de octobre-novembre. Ça coïncide avec les élections américaines dont on va parler, ça coïncide avec potentiellement le pivot de la Fed. Bref, pas mal d'arguments qui me poussent à croire et qui poussent à croire les investisseurs en crypto que pour l'instant, on est dans la bonne direction sur ce cycle et qu'on risque de
le voir repartir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais c'est vrai que voilà, on a eu une correction de mi-cycle quand même assez importante, hein, Sébastien. Ça a beaucoup baissé cet été, bon, surtout sur les altcoins, hein, vous l'avez dit Lilian, c'est vrai que plus de moins 60% sur certaines cryptos. Après, le marché avait aussi beaucoup monté grâce aux ETF Bitcoin Spot. L'ATH, donc le record historique du Bitcoin qui a été passé avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc on est clairement sur un marché... je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, Sébastien. Là, sur l'année, pour le Bitcoin, on est à plus 69%, je crois, de performance, ce qui est quand même assez remarquable pour la première des cryptos. Depuis le mois de janvier, là, c'est ça. Depuis le mois de janvier, c'est ça, depuis le début de l'année. Ouais, donc bon, on est quand même sur une tendance qui est assez... C'est une correction qui est relativement, j'allais dire faible, non. On est allé jusqu'à 50 000, je crois, 50 000 $ à peu près. On est descendu, je crois, un tout petit peu en dessous des 50 000 $, mais ça reste entre 25, allez, disons 25% en moyenne pour Bitcoin. Ça arrive dans tous les cycles. Ça arrive même en période de bull run. Ça peut arriver, vraiment, quand on est dans cette phase d'ascension, d'avoir une correction comme ça sur 1 ou 2 mois et puis de repartir à l'os. C'est pas dramatique. Ce qui est un petit peu plus dramatique, et on en parle depuis plusieurs mois sur ce plateau, c'est ce qui se passe sur les altcoins. Pour l'instant, on n'a toujours pas de signaux positifs pour les altcoins. Quand on corrige l'entièreté de sa hausse pour certaines alts, c'est-à-dire qu'on retourne à des niveaux qui sont quasiment ceux de la faillite de FTX, ça fait peur, et on peut le comprendre que ça fasse peur, mais justement, il n'y a rien d'alarmant, je pense. Ouais, mais justement là-dessus, Lilian, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait sur les altcoins, effectivement, il y a certains altcoins qui ont des niveaux de bear market. Est-ce que pour ces altcoins-là, c'est très mauvais signe, ou alors ça s'est vu aussi sur les cycles précédents, qu'après la première hausse avant le cycle haussier, on va dire, avant le vrai cycle haussier entre guillemets, est-ce que c'était descendu aussi bas sur les altcoins? C'est compliqué parce que y a beaucoup d'alcoins, il faut le dire, d'un cycle à l'autre qui finissent par disparaître. Tous les altcoins ne se valent pas. Voilà. En fait, il y a beaucoup d'alcoins qui finissent par disparaître, et on sait que tous ne reconnaîtront pas un plus haut historique lors de ce cycle. Ceux qui en ont marqué un en 2021 n'en marqueront pas forcément un nouveau en 2024-2025. Et donc, pour certains, c'est vrai que si on regarde les graphes, on se dit... les structures ne sont pas très jolies et ne nous poussent pas à croire qu'il y aura un futur ATH. Pour d'autres, pour certaines altcoins, on est dans des configurations où ça ressemble fortement au Bitcoin, c'est-à-dire une accumulation dans une zone de support qui est assez importante, et on peut envisager une reprise haussière, et voilà, pour certaines, la correction est plus forte que pour Bitcoin, mais en proportion, ça voudrait potentiellement dire que le rebond le sera également. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Il faut juste bien choisir ses altcoins pour ceux qui investissent. Bon, et puis de toute façon, cette semaine, on va notamment se concentrer sur le Bitcoin, parce que BFM Crypto sera sur Surfing Bitcoin. Vous aussi, Lilian. Voilà. Exactement. On se retrouve là-bas demain. Donc voilà, restez avec nous et on couvrira cet événement à Biarritz dès demain. Sébastien, la campagne présidentielle continue à battre son plein. Vous rappeliez avant l'été que le candidat républicain Donald Trump a été favorable aux cryptos, mais il s'est passé pas mal de choses en plus pendant l'été. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau, Sébastien? Oui, Maurice, c'est autour de Kamala Harris de se positionner sur le sujet, en tout cas sur le sujet des crypto-monnaies. Pardon, la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine promet qu'elle soutiendra l'industrie crypto si elle est élue présidente des États-Unis. Alors c'est un changement de cap notable pour la vice-présidente des États-Unis. Ces équipes ont annoncé lors de la Convention nationale démocrate vouloir, je cite, développer l'industrie crypto avec des mesures de protection. Alors cette déclaration, elle vise à récupérer les voix des sympathisants crypto qui jusque-là se sont détournés et faisaient exclusivement l'objet et l'attention de Donald Trump. Bon, mais justement, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Sébastien? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Mais l'ex-président des États-Unis, il a multiplié dernièrement les déclarations et les initiatives pro-crypto. En mai dernier, il a annoncé accepter les dons en crypto-monnaie pour sa campagne présidentielle. En juin, il a reçu des mineurs de Bitcoin dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Fin juillet, il a même annoncé lors de la Bitcoin conférence qu'il serait le candidat, je cite, pro-Bitcoin et pro-innovation. Dernière déclaration en date, la semaine dernière, il a annoncé le lancement prochain d'une plateforme de crypto-monnaie. Il la présente comme, je cite, une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures. Alors le ton n'est pas tout à fait le même chez Kamala Harris. Elle souhaite créer, elle, un cadre réglementaire plus stable et plus prévisible pour les crypto-monnaies afin de garantir une réelle sécurité pour les utilisateurs.
Alors on rappelle que l'industrie crypto a connu plusieurs crises ces dernières années, avec par exemple la faillite de la plateforme d'échange FTX en 2022. Bon, mais alors du coup, du côté de Kamala Harris, est-ce que c'est des déclarations purement opportunistes, histoire de juste faire comme Donald Trump pour essayer de grappiller des voix du côté de l'industrie et des détenteurs de crypto aux États-Unis, ou alors est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie plus large? Ça s'inscrit dans une stratégie plus globale. Avant même que Kamala Harris soit désignée comme candidate, l'équipe de campagne de Joe Biden s'était déjà rapprochée de plusieurs entreprises de l'écosystème des crypto-monnaies afin de mieux comprendre l'industrie. Quant à Kamala Harris, elle, ce qu'elle veut, c'est encourager les technologies innovantes et réduire les formalités réglementaires inutiles, tout en protégeant les consommateurs. Son souhait, c'est de créer un environnement commercial stable avec des règles du jeu cohérentes et transparentes. Bref, en gros, le secteur des crypto-monnaies devient incontournable dans la campagne présidentielle américaine. Plus de 50 millions d'Américains en détiendraient selon un rapport de AAA publié en mai dernier. Et 50 millions, c'est une part non négligeable de l'électorat américain. Clairement, et en plus, Sébastien, vous l'avez dit, Donald Trump passe un cap supplémentaire en annonçant le lancement de sa propre plateforme. Alors je crois que c'est encore un petit peu flou, mais qu'est-ce qu'on peut en dire à l'instant où on se parle? Oui, longtemps opposé aux crypto, le candidat républicain a annoncé le lancement de sa propre plateforme crypto. Il présente son projet comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures. Donald Trump n'a fourni aucune précision quant à la teneur exacte du projet. Aucune date de lancement n'a été évoquée non plus. On sait juste que cela va s'appeler The Defiant Ones. Deux de ses fils, Eric et Donald Jr., qui dirigent le conglomérat familial Trump Organization, ont décrit le projet comme de l'immobilier numérique. Bref, c'est encore assez flou. Donald Trump avait déclaré sur son réseau social Truth que les Américains étaient tessorés par les grandes banques et les élites financières depuis trop longtemps et que ce projet a pour but, je cite, de résister ensemble. Bon, merci Sébastien. Bon, Lilian, en fait, on ne sait même pas si ça va être une plateforme crypto finalement. C'est pas très clair tout ça. On n'en sait pas. On n'a aucune information. Ouais. Ça me fait sourire. Alors, je vous avoue, Amaury, que je ne me suis pas particulièrement renseigné puisque ça. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'infos. Ouais. Je me doute qu'on n'a pas beaucoup d'informations. En fait, le nom me fait beaucoup sourire. Voilà, il essaye de suivre un petit peu la tendance de ce qui se fait aujourd'hui dans l'écosystème crypto, mais pas la partie entre gros guillemets sérieuse. Et je vais me faire des ennemis en disant ça, mais plutôt la partie qu'on appelle dégène, donc ceux qui voient un peu le marché des cryptos comme un casino à ciel ouvert dans lequel on peut lancer des meme coins et gagner de l'argent comme ça. Il essaye de surfer cette vague-là. Donc bon, je suivrai évidemment dans quelle direction va aller cette plateforme-là, mais ouais, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très très sérieux. Il a d'ailleurs lancé pas mal de meme coins lui-même, le Trump coin, des choses comme ça pour essayer de gagner un peu d'argent à partir de... Clairement, et c'est pas le seul. Il y a effectivement beaucoup de political meme aux États-Unis, et pas que d'ailleurs, effectivement, plein de personnalités politiques. D'ailleurs, pas forcément de leur initiative, voilà, mais on peut trouver tout un tas de meme coins liés à certains partis ou certaines personnalités politiques, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Mais attention, c'est quand même assez spéculatif et on sait pas trop ce qu'il y a derrière, donc soyez prudents si vous voulez acheter ce genre de coin-là. C'est pas forcément toujours très sérieux. Par contre, quelque chose qui pourrait être sérieux, Lilian, c'est que ce qui se passe politiquement aux États-Unis, ça pourrait avoir un impact sur la présidence de la SEC. Je le rappelle, la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme boursier américain, actuellement présidé par Gary Gensler. Ça pourrait avoir un impact là-dessus. Lequel le président pourrait tout simplement changer? Oui, vraisemblablement. En fait, historiquement, lorsqu'on a un changement de couleur politique du côté des États-Unis, on a aussi un changement. Alors, il y a beaucoup d'autres changements, mais il y a notamment celui-là qui est à noter, c'est celui de la présidence de la SEC. Donc, si Donald Trump venait à être élu, il y a de fortes chances que Gary Gensler soit éjecté. D'ailleurs, ça fait partie des déclarations de Donald Trump. Hein. Il a dit qu'il éjecterait lui-même Gary Gensler, ouais. Et qu'il mettrait à la place quelqu'un qui est probablement pro-crypto, ou en tout cas beaucoup plus sympathisant. Et dans tous les cas, sa campagne son mandat devrait se terminer à Gary Gensler d'ici milieu d'année 2026, si je ne dis pas de bêtises. Mais il est pressenti, si Kamala Harris passe, décidément, il est pressenti pour prendre un autre poste. Donc vraisemblablement, dans tous les cas, je pense qu'on aura un changement de présidence, en espérant que ce soit un président qui soit un petit peu plus clément envers les crypto-monnaies. Bon, et très franchement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris,
Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose pour le marché crypto, voilà, pour être très concret? Alors, c'est un petit peu compliqué puisque toutes ces déclarations de Kamala Harris, elles sont intéressantes, mais si on regarde un petit peu les grandes lignes du programme, à aucun moment il est mentionné les crypto-monnaies. Donc tout ça, c'est pour moi de la récupération politique. Et c'est la même chose pour Donald Trump. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire que parce que Donald Trump a touché un petit peu à l'écosystème par les NFT, par les mêmes coins et par toute autre chose, il est plus pro-crypto. Non, il y a 3 ans ou 4 ans, il était extrêmement dur envers les crypto-monnaies. Là, aujourd'hui, il a vu une opportunité. Alors, il a peut-être changé d'avis sur le sujet, c'est très bien, mais je ne pense pas que Donald Trump va être le président qui changera l'univers des crypto-monnaies. Et il faut se dire aussi que Bitcoin existe depuis 2009. Bitcoin a connu des présidents de toutes les couleurs différentes. Et si Kamala Harris passe, ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour les cryptos. Peut-être qu'à court terme, le marché chutera parce que les gens anticiperont quelque chose de plus compliqué. Peut-être qu'on aura un président de la SEC qui sera moins clément envers les crypto-monnaies. Mais Bitcoin est résilient, Bitcoin tiendra, Bitcoin continuera d'exister. Peut-être pour l'industrie, ce sera certainement un peu plus long à se mettre en œuvre, mais voilà, il ne faut pas croire que tout se joue sur ces élections-là. Bon, et très rapidement, pour finir, il y a la SEC donc, qui a gagné une bataille, là, très récemment. Une bataille qui l'oppose à Kraken, la plateforme d'échange Kraken. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour faire le point? Alors, une bataille, vous allez voir que le terme est un petit peu fort parce que c'est une annonce qui date de vendredi dernier. Hein. C'est le juge qui est en charge de ce dossier qui a déclaré qu'il n'allait pas donner suite à la demande de Kraken qui était de tout simplement mettre fin à ces poursuites judiciaires de la part de la SEC. Pour rappel, ça date de milieu d'année 2023. Hein. La SEC s'était attaquée à toutes les plateformes d'échange de crypto aux États-Unis, notamment Kraken, et il reprochait d'avoir permis aux investisseurs américains, par le biais de leur plateforme, d'acheter des crypto-monnaies qui sont considérées comme des titres financiers, donc des securities, sans en avoir l'autorisation. Évidemment, les plateformes avaient réagi en disant « mais comment voulez-vous qu'on se mette en conformité avec des règles que vous n'avez jamais édictées ?» Donc c'était un petit peu compliqué pour elles. Donc en novembre dernier, Kraken avait dit « bon, on va demander au juge en charge de ce dossier de juste annuler toutes les poursuites puisque ça n'a aucun sens. » Et ce juge, donc à peu près 10 mois plus tard, a pris longtemps pour nous dire qu'en fait, il ne souhaitait prendre aucune décision. Donc en fait, ce qu'il a donné comme information, c'est pour nous, les accusations de la SEC sont plausible, hein, selon ces termes, hein, il dit bien plausible, donc en fait on vous laisse le temps d'arriver avec plus d'arguments et on prendra notre décision plus tard. Donc c'est pas fini. Voilà. Donc en fait il n'a pas donné raison à la SEC, il n'a pas donné raison à Kraken, il a simplement dit revenez avec des arguments plus costauds et on en parlera plus tard. Évidemment je pense aussi que, encore une fois, les élections américaines ont un rôle à jouer là-dedans, on attend de voir ce qui se passe, on attend de voir qui sera le prochain président de la SEC et on verra dans quelle direction iront ces procès-là et si on poussera vraiment jusqu'au bout ou pas. Affaire à suivre. Merci beaucoup Lilian Léga, journaliste indépendant. On se retrouve cette semaine à Surfing Bitcoin à Biarritz. On suivra cet événement bien évidemment. Merci beaucoup Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto. Je rappelle qu'on peut suivre vos articles sur le site BFM Crypto et aussi la newsletter gratuite qui paraît chaque lundi à 18h. Merci de nous avoir suivis et puis rendez-vous cette semaine à Biarritz. BFM Business, BFM Crypto, le club.